Salut à tous! Alors là, vous allez voir, j'ai pas mal bossé en vous résumant, par le biais d'extraits choisis, l'excellent reportage titré « Le cartable de Big Brother ». Je rappelle que ce documentaire n'est pas tout jeune, puisqu'il a été publié sur France 3 en 1998, mais il reste cependant très intéressant à voir aujourd'hui, à l'aune de ce qui se passe dans l'éducation. Bien entendu, s'il y en a qui veulent voir ou revoir ce documentaire dans son intégralité, je vous ai mis un lien dans la description. En attendant, voici le résumé promis par le biais d'extraits choisis. Je vous souhaite un bon visionnage. L'école est très vulnérable aujourd'hui au marché, en interne comme en externe, parce que les parents adoptent des attitudes de plus en plus consuméristes et cherchent les écoles qui vont leur apporter de plus en plus de sécurité pour leurs propres enfants. L'école est vulnérable au marché aussi parce que dans toute situation de crise, on se tourne vers ce qui est susceptible de vous donner la sécurité, et les nouvelles technologies apportent cette apparence de sécurité. Je pense qu'il faudra résister à cela. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent apporter, comme leur nom l'indique, de l'information. Elles ne peuvent pas faire de l'éducation. L'éducation, c'est autre chose que de l'information. On peut imaginer un nombre considérable d'outils qui viennent apporter de l'information, c'est pas pour autant que ces outils feront de l'éducation. Jusqu'à plus ample informé, l'éducation, il n'y a qu'un homme qui peut le faire. On n'a pas d'exemple dans l'humanité d'une éducation qui se fasse sans qu'un homme se coltine un autre homme, lui impose des exigences, se mette face à face avec lui ou côte à côte avec lui et lui dise voilà où tu vas arriver, voilà ce que tu vas faire, que l'autre y s'essaye et que petit à petit, un homme grandisse dans ce dialogue. Le troisième millénaire arrive, donc pas de nostalgie, pas de rejet, pas de crispation. Et en même temps, l'école est le dernier lieu de socialisation à peu près universel. Donc il est extrêmement grave d'imaginer qu'on pourrait court-circuiter un système éducatif sur une nation qui permet à peu près à l'ensemble des enfants, bien ou mal, c'est vrai, mais au moins elle prend l'ensemble d'une génération, et de l'abandonner au profit de circuits privés qui entreraient soit en compétition, soit carrément qui supprimeraient tout ou partie de ce système ancien, et qui ne joueraient plus que sur des intérêts à court terme, des productions de compétences étriquées qui ne seraient qu'à valeur adaptative pour les professions du moment, et qui laisseraient des gens complètement déqualifiés au bout de quelques années. Dans le monde, l'école et son avenir intéressent les industriels. En Belgique, l'université libre de Louvain-la-Neuve vient d'élire dans la controverse un nouveau président à la tête de son conseil d'administration, François Cornelis, le PDG de Petrofina. Pourrons-nous bâtir les passerelles avec l'enseignement supérieur, industriel et commercial, et avec les écoles techniques, pour éviter l'enfermement définitif de jeunes dans des choix posés à 18 ans. De tous les métiers, c'est celui de l'éducation qui subira les plus grands bouleversements dus aux nouvelles technologies dans les 20 prochaines années. Pourquoi cet intérêt des industriels pour l'école? François Cornelis, PDG de Petrofina et nouveau président de l'université de Louvain-la-Neuve, est aussi un des membres les plus influents d'un cercle discret mais puissant d'industriels européens basés à Bruxelles, l'ERT, l'European Round Table, la table ronde européenne des industriels. J'ai découvert au début des années 80-85 qu'il existait un groupe de pression en Europe qui s'appelait Table ronde européenne des industriels et qui était à l'origine des stratégies de privatisation des services publics. Pourquoi? Parce qu'ils avaient découvert, ces industriels européens, que les services et les entreprises publiques généraient une part importante du produit intérieur brut. Donc c'était une nouvelle source de revenus importante pour eux s'ils parvenaient à mettre la main dessus. Ils ont mis la main dessus. Alors qui sont-ils? Eh bien ils sont 47 aujourd'hui. Tous les producteurs d'ordinateurs et de matériel électronique, sans exception, y sont. Et donc c'est eux qui déterminent, élaborent la stratégie qu'ils soumettent à la Commission européenne et que la Commission européenne s'empresse d'exécuter sur le terrain ou d'aider éventuellement par des subsides très importants. C'est le secrétariat de la table ronde qui est installé dans cet immeuble. C'est là que s'organisent les réunions des 47 grands patrons de la table ronde. Ils ne peuvent pas tout à fait se cacher non plus. C'est un groupe de pression le plus occulte possible qui fait un travail intense auprès des institutions, soit gouvernementales, soit européennes, soit internationales comme l'OCDE.
mais ils ne peuvent pas dire qu'ils n'existent pas. Donc ils sont obligés de montrer un petit aspect de leur existence pour qu'on ne les accuse pas de fomenter des complots dans l'ombre. Oui, bonjour madame, je viens chercher de la documentation. Pardon? Je viens chercher de la documentation. Chez ERT? Oui, Oui, au deuxième étage. merci beaucoup. Et alors il y a un rapport important, c'est construire les autoroutes de l'information, qui est l'épine dorsale de la stratégie de privatisation de l'enseignement. Voilà. Vous voyez, ça dit bien ce que ça veut dire. De la théorie, les industriels de l'ERT sont passés à la pratique. L'expérience se déroule dans des écoles et des collèges situés autour du site de recherche de Petrofina, dans une des régions les plus pauvres de la Belgique francophone. Ici, le taux de chômage frôle les 30%. Combien de pas on a dit? Deux pas, vas-y. Appuie sur le 2. D'accord. Alors, est-ce qu'elle s'est mangée la pomme? Oui. Oui, super. Les enfants sont en train de programmer une tortue robot. Grâce à ces exercices, on installe des structures logiques et mathématiques puisque l'enfant est en train de programmer. On lui apprend aussi à émettre des hypothèses et puis à les vérifier par l'action. Ça aide aussi à une meilleure maîtrise de l'espace et ça prépare l'enfant à pouvoir passer le plus rapidement possible à l'écran et travailler le programme logo sur le plan vertical. À la limite, ils préfèrent ce type d'enseignement que d'avoir encore en face d'eux un maître qui leur déverse du savoir sans se préoccuper de l'acquis des élèves. Je pense aussi que le monde va se réveiller et nous allons vivre de plus en plus d'expériences comme ceci. Mais pour l'instant, je pense que nous sommes toujours des pionniers. Ce qu'on va attendre de l'école, ce que les producteurs et les grands industriels attendent de l'école, c'est qu'elle forme des jeunes qui peuvent se former eux-mêmes. Parce qu'en se formant eux-mêmes, ils seront poussés à acheter des cours à distance. Donc l'école aura pour mission, elle aura deux missions essentielles. C'est d'abord de former les jeunes à utiliser un ordinateur, à pouvoir utiliser un didacticiel, un logiciel d'éducation, et à s'auto-former. À acquérir aussi les bases élémentaires de la langue, des mathématiques ou d'autres langues. Mais vraiment une base, un socle comme ils disent eux-mêmes. Et à partir de ce socle, quand ils entrent dans l'adolescence et quand ils sont censés entrer à l'école secondaire, là, tout doucement ou rapidement, on les dévie vers l'enseignement privé, commercial, marchand. La communication entre la table ronde et la commission a toujours été excellente. Je pense que sur le fond du problème, nous partageons les mêmes convictions. Il y a une vraie urgence si nous voulons être d'abord compétitifs avec les États-Unis dans les technologies de l'information, et nous travaillons d'une façon assez proche avec ce qu'on appelle la round table, la table ronde des industriels européens. Mais à partir du moment où il y a un marché, il n'y a pas besoin d'aider un industriel. Il y a un marché à partir du moment où les écoles sont équipées et où le système scolaire accepte d'utiliser ces équipements. À partir de là, il y a un marché et les éditeurs, il n'y a pas besoin de leur dire plusieurs fois, ils connaissent le marché, ils y vont. Je constate d'abord avec plaisir que notre commissaire, Madame Édith Cresson, a mis au point un plan très remarquable qui s'appelle « Apprendre dans la société de l'information ». Et je souhaite que ce plan soit soutenu le plus possible par l'Union européenne. Et puis, nous avons déjà en France fait des efforts. Je veux que pour l'an 2000, c'est-à-dire dans 3 ans, tous les établissements d'enseignement secondaire soient connectés au réseau. Extrait du traité de Maastricht. En respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif, l'action de la communauté vise à encourager le développement de l'éducation à distance. Je crois qu'il est extrêmement important que l'école laïque et républicaine que nous connaissons
sachent se préserver. Et ce qui me paraît aujourd'hui dangereux, c'est que précisément l'absence d'objectifs clairs pour l'école républicaine laisse la possibilité au phénomène de marché de se développer avec tous les aléas concurrentiels qui peuvent produire les effets pervers qu'on mesure bien volontiers. En avançant dans son enquête sur la privatisation des services publics, Gérard de Célis a essayé de comprendre la logique de ces industriels qui s'intéressent aussi près à l'école. Il est ainsi entré en possession d'un document confidentiel qui éclaire d'un jour nouveau les moyens mis en œuvre pour contrôler et privatiser l'éducation. En 1996, la Commission européenne publie un appel d'offres dans le journal officiel demandant à des entreprises européennes si elles veulent participer à un programme financé par elles de développement de logiciels d'enseignement et de ce genre de choses-là. Et elle organise à Bruxelles une réunion avec les gens qui sont dans ces entreprises chargées de développer ce programme. Et elle leur remet un document qui leur dit quel est son véritable but. Et ce document, elle ne le remet qu'à eux, il est confidentiel. Et il m'est parvenu d'ailleurs par un de ces experts qui avait très peur de me le donner, qui m'a dit ce document est explosif. Alors pourquoi il est explosif? Parce qu'il prépare tout bonnement la disparition rapide des diplômes nationaux dans toute l'Europe. Et c'est la Commission européenne qui a élaboré ce document. Ce n'est pas l'industrie. L'informateur de Gérard de Célis, nous l'avons retrouvé. Il est ingénieur expert auprès de la Commission européenne. Pour des raisons évidentes, il a tenu à conserver l'anonymat. Effrayé par la logique de ce projet, il a refusé d'y participer avec d'autres. Car la logique est simple. Un contrôle de connaissances électroniques vous suit dès la sortie du collège, pendant toute votre scolarité, puis votre vie professionnelle, décide de votre embauche et de votre progression de carrière. Le risque, je pense, c'est d'arriver à établir un standard, Human Dispute Standard, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en question pour juger l'ensemble des citoyens de l'Europe en ce qui concerne leurs connaissances et leurs compétences de base. C'est 1984, c'est George Orwell, on vous regarde, on vous mesure, non seulement on vous mesure, mais on inscrit la mesure sur une carte qui sera votre passeport universel. Nous discutons avec 40 branches professionnelles européennes, donc pas seulement nationales. Elles sont à travers toute l'Europe, elles ont des besoins communs et elles essayent de nous essayons de les aider à mettre en place des systèmes d'accréditation des compétences communes, ce qui facilitera la mobilité des salariés et donc sera un moyen de lutter contre le chômage en Europe. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.